Merci, Madame le Président, ou Madame la Présidente, pardon. Mesdames, Messieurs, quelques observations en ce début de colloque. D'abord, pour vous dire que je suis très heureux d'être ici. Et je vais essayer en quelques mots simplement de vous dire ce que nous pensons, en tous les cas, de l'utilité de l'état civil, non pas seulement dans une affaire classique, j'allais dire, mais également dans les sujets que je traite en particulier, qui sont les sujets d'immigration et d'asile. Singulièrement, le contexte actuel montre à quel point nous avons quelques difficultés. L'état civil, par nature, mais d'autres le diront sans doute bien mieux que moi, c'est un acte juridique, c'est un document juridique qui porte en lui-même la reconnaissance de droits et la reconnaissance de devoirs. Singulièrement, l'ouverture pour celui qui a été déclaré officiellement de droit, et en réalité, il ne peut y avoir véritablement d'exception, puisque tous les pays du monde, ou une grande partie des pays du monde, ont organisé leur vie en société sur l'existence d'un état civil. Et cet état civil, cette déclaration, cet acte qui porte en lui une force juridique, est aussi une source de sécurité pour les personnes, naturellement, mais pas seulement pour les personnes, pour les différentes organisations qui participent à l'organisation sociale d'un territoire ou d'un pays. C'est donc dire qu'il est de grande importance d'avoir un état civil au sens générique du terme qui permette à un pays d'établir la réalité de sa population et donc de pouvoir être en capacité d'octroyer aux uns ou aux autres, ou de ne pas octroyer d'ailleurs, un certain nombre de droits liés à cette situation. La France métropolitaine est plutôt assez exemplaire sur le sujet. Ça n'est pas toujours aussi facile dans notre France ultramarine, où nous avons eu, et j'avais constaté ça notamment en 2006, ça s'est un peu amélioré je crois, une situation difficile par exemple à Mayotte, mais également en Guyane, où il y a toujours d'ailleurs à la fois des difficultés territoriales et d'organisation, c'est une chose, compte tenu de la configuration des lieux, mais également une opposition entre un état civil voulu par la République et une tradition ancrée de longue date sur ces territoires qui fait qu'il n'était pas forcément naturel que l'on déclare, ou que à tout le moins, si l'on déclarait la naissance de quelqu'un, elle n'était pas forcément enregistrée de façon commune et collégiale, et de surcroît, les droits qui en étaient issus n'étaient pas toujours les mêmes. Donc ce travail, l'État a demandé de surcroît à Mayotte, à ses départements, avant de devenir département, de mettre de l'ordre là-dedans et a essayé de mettre en place un état civil à Mayotte, mais également en Guyane. Tout ça avance, tout ça progresse, mais l'idéal, en tous les cas, n'est pas encore atteint à ce stade. Et c'est malgré tout, c'est une difficulté, mais les choses progressent. Alors, l'utilité dans le domaine migratoire, la crise telle qu'elle existe aujourd'hui, mais si on sort de la crise et qu'on reste simplement dans les principes, il y a des conséquences importantes pour nous et pour le migrant qui arrive sur le territoire national, s'il a ou s'il n'a pas, évidemment, son état civil. En situation, j'allais dire, normale, de venue sur le territoire national d'un étranger, il est évident que le territoire exige et a connaissance en général de la personne qui vient, et ça permet l'autorisation des titres de séjour, des visas, d'entrer sur le territoire régulièrement, et étant régulièrement sur le territoire, de pouvoir bénéficier de l'organisation telle qu'elle est organisée en France. Ça limite, ça pose pas de difficulté dans le principe. La difficulté la plus grande est dans l'origine du document, la sincérité du document, et donc la sûreté juridique du document qui est produit par la personne qui veut venir en France. Et selon les pays, naturellement, il y a plus ou moins de contrôle ou de regard insistant pour notamment essayer d'éviter ce qu'on appelle la fraude documentaire. Le deuxième sujet, c'est dans le cadre de crise migratoire telle que nous la connaissons aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas, ce n'est pas tellement. Les personnes qui arrivent, la plupart d'entre elles, très majoritairement, sont ce que l'on appelle non documentées. Parce que, souvent, sous la prise de réseaux de passeurs, eh bien, les documents ont été pris, détruits, pour arriver ensuite en Europe, via l'Italie, la Grèce ou ailleurs.
et pouvoir demander, en arrivant sur ce territoire, ne pas pouvoir déterminer immédiatement quelle est l'origine de la personne et donc en tirer les conséquences éventuelles, soit d'une acceptation sur le territoire, soit d'un renvoi dans le pays d'origine. Parce que le fond des choses, c'est ceci. Et ça nécessite un travail considérable de la part de nos services. Je parle des services nationaux des différents pays, mais je parle de l'organisation européenne, singulièrement du HCR qui est très présent sur ce sujet-là. Pas seulement. Nos services comme l'OFPRA, qui sont engagés notamment pour traiter les demandes d'asile, ont nécessité d'avoir accès à cette information-là. Et donc, à partir du moment où la personne qui se présente dit ou déclare être de telle ou telle nationalité sans pouvoir en justifier réellement, tout le travail consiste à interroger via les consulats, les pays sources ou les pays d'origine pour savoir si ces personnes sont reconnues ou pas. Et c'est un travail de fond. Certains pays ont ces éléments d'information, les donnent ou les donnent pas, c'est un autre problème. Soit ils n'ont pas l'information parce qu'il n'existe pas dans ces pays-là un état civil établi, j'allais dire, de façon certaine. Et donc ça devient évidemment, à partir de là, une très très grande difficulté pour le pays qui accueille la personne et qui se trouve parfois dans l'impossibilité de pouvoir donner son accord et donc d'organiser éventuellement un renvoi quand le renvoi est possible. Quand le renvoi est possible. Donc c'est dire que l'existence dans le pays source, de pays d'origine, de cet état civil qui donne cette sécurité est essentielle. Et donc naturellement, il faut progresser. Deuxième sujet, lorsque le pays d'origine est établi de façon claire, la particularité de notre organisme qui traite les demandes d'asile en France, qui est l'OFPRA, c'est aussi non seulement la structure qui donne le statut de réfugié, mais c'est aussi la structure qui organise elle-même l'état civil de ces personnes. Peu de gens savent que l'OFPRA a une fonction d'état civil. Très clairement, depuis cette année, les effectifs ont été renforcés au sein de l'OFPRA pour traiter ce domaine-là, tant son importance devient grande, mais surtout parce que véritablement, c'est une sécurité absolue qui est donnée à ce moment-là à celui ou celle qui obtient le statut de réfugié. C'est dire que pour une nation comme la France, rien ne peut se faire de façon, j'allais dire, sécurisée et pérenne sans avoir un état civil qui soit certain et parfaitement tenu. Et l'OFPRA tient cet état-là pour ceux qui ont obtenu, je dis bien, le statut de réfugié. L'autre difficulté, lorsqu'il n'y a pas d'état civil, lorsqu'il a disparu, c'est une des grandes difficultés que nous connaissons, qui est celle des mineurs étrangers isolés, qui, dans le cadre de la crise, se présentent. Et là, c'est à nos départements, aux différents départements français, d'être en capacité de pouvoir déterminer si la personne qui se présente est mineure ou majeure. Et souvent, là aussi, ces jeunes qui arrivent sont non documentés. Donc, c'est tout un travail, à nouveau, qui doit être fait par les services départementaux, avec les consuls, avec les pays sources, pour savoir s'il est effectivement possible de pouvoir déterminer la nationalité et puis un état civil certain d'une personne. C'est très compliqué. Très compliqué parce qu'il faut d'abord une coopération avec les pays d'origine et qu'il y ait cet état civil dans le pays d'origine. La coopération est essentielle. Si elle n'existe pas, ça ne fonctionne pas, mais que cet état civil existe dans le pays d'origine. Donc là encore, c'est une situation qui est très difficile à vivre. Je ne parle même pas de savoir si la personne est ou pas mineure, c'est autre chose, mais qui est très difficile à vivre pour les départements, parce que derrière, évidemment, selon que vous êtes majeur ou mineur, les droits ne sont pas les mêmes, et que ceux qui sont ouverts lorsque vous êtes reconnu mineur, c'est vraiment très, très, très important, et naturellement, beaucoup de gens attendent et espèrent pouvoir bénéficier de ce statut particulier, qui est naturellement un statut très protecteur, ce qui est normal d'ailleurs, ce qui ne pose pas de difficulté. Donc voilà, l'enjeu dans le domaine migratoire et dans ce monde qui est un monde extrêmement mouvant. On a connu la crise de 2015, il y en a encore quelques effets aujourd'hui, mais le monde bouge et on n'empêchera jamais personne de vouloir se déplacer, de vouloir aller d'un pays à l'autre, de vouloir rejoindre un autre pays. Et cela me paraît parfaitement devoir être intégré par tout le monde.
la question est quelle sécurité juridique pour assurer ces déplacements. Et cela passe par un état civil certain, sérieux, qui soit établi dans les pays de départ pour que la collaboration ensuite bilatérale ou multilatérale puisse se faire dans de bonnes conditions. Voilà, donc le panneau vient de me dire qu'il faut que j'arrête de parler. Donc c'est fait. Voilà, je vous remercie. Je suis obligé de vous quitter malheureusement parce qu'il faut que je prépare le texte qui viendra la semaine prochaine au Sénat, qui va nous occuper toute la semaine. Voilà, merci à vous. Merci à vous, François Noël, d'avoir pris le temps de passer pour être avec nous.